Bonjour à tous, je suis quand même un peu déçu que les dames s'en vont au moment où je prends la parole. Bon, moi qui étais en train de découvrir que la Normandie était presque aussi belle que la Vendée. Des Vendéens. Voilà, écoutez mes chers amis, je suis très heureux de partager ce moment avec vous. D'ailleurs, symboliquement, c'est assez drôle parce que je me souviens d'être à ce pupitre-là il y a quelques années où je disais ça va être mon dernier mandat, donc je crois que c'était en 2012. On était au congrès Systému. Et là, avec vous, je démarre le premier congrès de ma seconde vie. Et je suis voilà, dans cette seconde vie, et comme dit le philosophe François Julien, dont je vous invite à lire le livre, qui s'appelle La seconde vie, il dit la première vie, on ne la choisit pas, parce qu'au fond, c'est souvent un certain nombre d'opportunités qui font qu'on en est là où on est aujourd'hui. Par contre, il dit la seconde vie, il faut prendre son temps, il faut peut-être que ça soit tel qui vous choisisse. Donc ça vous révèle des choses qui sont intéressantes à faire. Et très modestement, comme ça, en réfléchissant un peu, je me suis dit, bon, dans cette seconde vie, je peux essayer de transmettre, de faire partager, d'amener un éclairage, peut-être modestement d'inspirer. Et c'est vraiment ce que je suis venu faire avec vous aujourd'hui à votre congrès. Et puis, j'espère qu'on aura peut-être un petit peu de temps à l'issue de mes propos pour échanger, si vous le voulez bien. Voilà, alors on m'a donné... Ça marche. Donc nous sommes, il en a été question, dans un monde qui est en transition. Je vais vous dépeindre là un certain nombre de choses, un patchwork de la société française, au fond, qui influe aussi sur ce que l'on fait, qui influe sur le commerce, qui influe sur toutes les filières, parce que nous ne sommes là que pour correspondre aux attentes de la société. Ce monde est donc en transition, on vit voilà, des transitions, des fractures, des transitions écologiques, des transitions énergétiques, transitions climatiques, des transitions sociales, sociétales même, on le voit avec tous les mouvements actuellement en route. On peut même parler, j'étais au Crédit Agricole la semaine dernière à faire un petit exposé en compagnie de Jean Jouzel, le scientifique qui est assez reconnu, pas pour être un des plus pessimistes, mais quand même qui parle, lui, dans le cadre de la transition climatique, de l'urgence et donc des 2 degrés, dit-il, et on est en route pour ces 2 degrés. Si rien n'est fait, ça sera compliqué de faire des choses rapidement et ça mettra malgré tout et Le Havre par exemple avec 2 degrés à partir de 2050, 2060 sera sans doute les pieds dans l'eau. Donc c'est des sujets quand même qui jouent sur nos concitoyens, sur nos compatriotes et qui influencent aussi les postures actuellement. Vive la ville. Oui, et il faut sans doute, vous l'avez dit, Monsieur le Président, essayer de se battre contre ça, parce que les 22 métropoles, qui ont donc ce statut par décret en France, vont siphonner toute la richesse, tous les emplois, toute la démographie. Et on a bien ces métropoles qui deviennent de plus en plus puissantes. D'ailleurs, elles ont souvent plus d'identité, plus de puissance que les départements là où elles sont, voire même que les régions. Elles sont en compétition les unes les autres en France, puis elles sont en compétition au niveau européen. Nantes est plus connue que la Loire-Atlantique, Lyon que le Rhône, ou Montpellier plus connu que l'Hérault. Et ces métropoles vont continuer à aspirer l'énergie. Et vous qui êtes des entrepreneurs des territoires et qui participez donc à la mutation de ces territoires, eh bien, sans attendre, il faudra se mobiliser avec toutes les parties prenantes dans les territoires pour recréer une dynamique. J'ai participé à certaines innovations, on appelle ça le projet Innover à la campagne. J'étais il y a quelque temps, par exemple, à Uzès, dans le sud, où avec les citoyens, les banques, les élus, chefs d'entreprise,
on a essayé de faire repartir une dynamique pour dire bah, il n'y a pas que les métropoles. Et on a fédéré une énergie qui a permis de faire venir 3-4 entreprises, après avoir fait une sélection de 200 ou 300 d'entre elles, ça s'organise, et qui vont créer des emplois là, à la campagne, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont envie de venir s'installer à la campagne. Donc oui, le mouvement, il est clairement, pour les 10 ans qui viennent, en faveur des métropoles. Hein, on se métropolise, on quitte notre ruralité. La France était le dernier pays rural européen, avec ses 36 000 communes, plus que dans l'Europe des 10 d'ailleurs, la première Europe des 10. Et mes chers amis, si on veut créer une alternative à ce mouvement, il faudra se mobiliser dans les territoires, et que probablement vous, entrepreneurs des territoires, vous êtes un maillon important de cette dynamique qu'il faut mettre en route. Tout solo, c'est une caractéristique, parce que dans ces métropoles, beaucoup de gens vivent seuls. Alors les jeunes sont des actifs urbains célibataires. Dominique Volton, ce chercheur en communication, les a qualifiés d'individualistes grégaires. Une espèce d'oxymore qui fait qu'ils vivent seuls, mais dans des espaces où ils peuvent peut-être se retrouver. Puis il y a aussi beaucoup de ménages dans ces métropoles qui sont sans enfants, 30%. Donc ce qui veut dire que la taille des familles n'a rien à voir avec le modèle des années 80. Et là aussi, ça explique probablement que les mutations du commerce avec les grands hyper qui se trouvaient dans la périphérie, parfois des lotissements, dans ce qu'on appelait les retail parks, où on faisait ses courses avec des gros caddies pour les grandes familles dans les années 80, ce modèle, même s'il n'est pas complètement fini, mais dans sa configuration telle qu'elle était, ne correspond plus vraiment à cette France des métropoles, à cette France un peu plus des petites familles, où on assiste à une fragmentation du commerce et de l'offre, et bien sûr tout ça joue sur le retail et par conséquent joue aussi sur la filière. Tous seniors, c'est une donnée comme ça, alors c'est caricatural un peu, ces diapos. Oui, parce qu'à partir de 2030, la population française commence sa régression. Voilà. C'est-à-dire qu'on perd un nombre d'habitants, on va vivre ce que les Japonais ont vécu, donc il y a une érosion. Ce qui veut dire que probablement les années où on a connu mécaniquement les tailles de clients qui augmentaient, où les familles se construisaient, on achetait des maisons, etc., on faisait des enfants, tout ça a nourri un marché. Eh bien, dans les 10 ans qui viennent, c'est plus de la fidélité qu'il faudra, sur le registre de la fidélité et des services qu'il faudra jouer, que sur la conquête. Pour certains retailers, pour certaines entreprises du commerce, conserver sera déjà un défi. Parce que, voilà, on arrive à un point là, de frein, de l'augmentation de la taille de marché. Donc c'est des choses aussi à prendre en compte et qui jouent. Et puis, pas de leadership, qu'on y croit, qu'on ait des convictions ou pas, il n'y aura pas de leadership qui ne existera si on ne prend pas en compte l'éco-responsabilité. C'est en route, c'est comme ça. Il suffit de regarder ce qui se passe. Regardez même Alain Minc dans ses propos dans les Échos ou le Figaro de la semaine dernière, de fin de semaine dernière, disait cela. Regardez même les grands groupes de l'agro-industrie comme Danone, Coca-Cola, Procter & Gamble aussi, Unilever, viennent de se réunir pour imaginer de commercialiser très vite les produits sans emballage plastique. Puisque là aussi, cette loi est en haut de la pile du législateur. En 2020, on ne pourra pas continuer à commercialiser des produits en plastique.
regardez tous ces mouvements, les étudiants, 30 000 étudiants, j'en rencontre d'ailleurs ce soir à Paris, j'étais avec certains d'entre eux la semaine dernière, et 30 000, pas n'importe lesquels, hein, des étudiants de Polytechnique, d'HEC, Subdeco, etc., ont signé une charte d'engagement par laquelle ils ne veulent pas travailler pour des entreprises qu'ils qualifient de climaticides. Donc ils ont inventé le mot, ils ont signé cette charte. Ça veut dire, mes amis, que quand on est à la tête d'entreprise, eh bien pour fédérer les nouvelles générations, pour gagner en leadership, il faudra s'engager au-delà de l'activité économique qui est la nôtre, mais il faudra aussi s'engager probablement sur des causes sociétales et évidemment l'accompagnement aux transitions, à sa façon, hein, dans le périmètre qui est le nôtre, sera un élément qui comptera pour la compétitivité demain. Tous connectés, bien sûr, ça aussi, c'est une transition, hein, et d'ailleurs, il est à noter que dans ce monde, plus on est connecté, moins on est relié. Au fond, plus il y a de connexion, moins il y a de liens. Et que cette digitalisation, et ça fait partie de la thématique de votre congrès, c'est important, le numérique, mais évidemment, ça oblige, ça, voilà, parce qu'il y a des nouveaux entrants, hein, qui sont ce qu'on appelle des digital natives, hein, je les cite évidemment dans le cadre du métier du commerce, mais bon, pas que. Hein. Et ça veut dire qu'il faudra choisir son terrain de jeu. En tous les cas, ça oblige, cette digitalisation oblige à dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que, voilà, choisir son terrain de jeu, c'est se dire, alors si je ramène les choses au commerce, quand on a Amazon en face, on fait comment? La capitalisation boursière d'Amazon ce matin est de 900 milliards de dollars. Il va probablement frôler les 1000 milliards de dollars à la fin de l'année. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, Carrefour, qui est le champion du grand commerce, pèse 17 milliards ce matin. Ça veut dire que Amazon peut s'offrir Carrefour au dessert, même pas en plat de résistance. C'est donc lutter contre les grandes entreprises du digital, c'est compliqué. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se servir du digital, mais il faut trouver sa place, choisir son terrain de jeu. Et probablement, si on choisit son terrain de jeu, c'est aussi augmenter son niveau de jeu. C'est-à-dire, on ne peut pas faire les choses comme avant. Le digital oblige à se professionnaliser beaucoup plus. Je vais vous donner l'exemple qui est vécu chez Système U. On s'est évidemment réunis. Hein. Je rappelle, hein, Système U est une vieille coopérative. Hein. Elle est née en 1894. Hein. Donc, elle a de la bouteille et elle a toujours mis en avant, comment dirais-je, c'est la force du collectif, l'intelligence collective. C'est ce qui a fait la force de ce réseau. D'ailleurs, de ce point de vue-là, vous êtes aussi une force collective. Et on s'est réunis, voilà, on a discuté, on a échangé, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Est-ce qu'on crée une plateforme? Est-ce qu'on va lutter contre Amazon? Et on s'est dit, ben non, on va prendre, alors, pas qu'on ne va pas se servir du digital, mais on va prendre le contre-pied. Ça veut dire qu'on a des magasins. La priorité, c'est que les gens viennent dans nos magasins. Donc on va faire en sorte que les magasins soient des espaces où on retrouve du lien, où on retrouve de la qualité. Et à ce moment-là, ça va faire une destination que les gens, que nos clients, une destination vers laquelle nos clients vont aller d'une manière joyeuse, et pas, ça ne va pas être une corvée. Et pour ça, évidemment, il faut mettre un dispositif, il faut élever son niveau de jeu, il faut que les choses ne soient plus tout à fait comme avant. Donc on a décidé de réartisanaliser les métiers du frais. Ça veut dire faire du pain et du bon pain, avoir un bon rayon boucherie avec des bons bouchers. Et mes chers amis, c'est dur de trouver un bon boucher.
Et il y a souvent plus de modernité d'ailleurs aujourd'hui dans la présence d'un bon boucher que dans la présence de la dernière technologie. Avoir un caviste, avoir un vrai fromager, maturer la viande, fumer le saumon, refabriquer de la charcuterie. Donc autant de choses qu'on avait peut-être un peu laissé tomber parce que les supermarchés, au fond, étaient simplement des metteurs en marché de produits sur des linéaires. Eh bien là, on a repris de la formation, parce qu'il faut former les gens, il faut bien les payer aussi pour faire ces boulots-là. Ce n'est pas des boulots de gens qui sont non formés. Il faut des bons professionnels. Et à ce moment-là, eh bien, les choses continuent d'avancer, non seulement continuent d'avancer, mais se développent. J'étais, avant de laisser ma place, par exemple, j'ai inauguré un Super U à Franqueville-Saint-Pierre. Je dis parce que ce n'est pas très loin d'ici. Il a 14 bouchers. Eh bien, je peux vous dire que son magasin, son Super U, il a 5 poissonniers, il a 12 boulangers. Son Super U, il ne désemplit pas. Il est dans une petite ville, Franqueville-Saint-Pierre, mais ça se passe bien et il ne souffre pas du tout de la concurrence du digital, de Amazon. Donc voilà, on peut élever son niveau de jeu et à ce moment-là, trouver, grâce à l'humain, grâce au lien, trouver bien une autre façon de conquérir et de garder aussi ses clients. Mais là aussi, il faut faire des choix. Ça veut dire qu'il faut chercher à réconcilier. Ça, c'est un mot que je voudrais que vous reteniez de ma présentation, parce que les leaderships d'aujourd'hui sont dans la réconciliation. Ils ne sont plus dans le rapport de force. D'ailleurs, on voit bien, si on regarde le président de la République et son comportement actuel vis-à-vis des Gilets jaunes, il recherche à retrouver un nouveau leadership dans la réconciliation du pays. Ça ne va pas être facile. Il pensait qu'avant, voilà, il suffisait d'exprimer les choses en montrant sa différence puissante. Ben non, là maintenant, il faut réconcilier et c'est pas simple. Et réconcilier, j'ai mis ces 3 éléments d'une seule et même personne. Alors évidemment, ça s'adresse un petit peu plus aux commerçants, mais enfin quand même, ça peut inspirer tout autre métier. On dit qu'il y a 3 personnes en une, le consommateur, le client et le citoyen. Le consommateur, c'est le produit que je veux, le client, c'est le magasin où je vais, le citoyen, c'est le pays où je vis. C'est comment avoir ces 3 éléments d'une même personne et les réconcilier. Le consommateur, il cherche des produits, et il faut que ces produits portent des valeurs. Moi, je me suis engagé avec ma marque, la marque U, donc, à en faire une marque qui soit débarrassée des substances controversées, donc qui soit réconciliée avec la santé, qui soit faite en France, réconciliée avec l'emploi, avec l'agriculture, réconciliée aussi avec la rémunération des agriculteurs, et puis avec l'environnement aussi. Voilà, donc elle porte ces valeurs. Et on peut, à ce moment-là, avoir une communauté de clients, de consommateurs qui adhèrent à vos valeurs. Et ça fait la différence et ça va la faire de plus en plus. Parce que vous verrez que les consommateurs, ils s'organisent avec les téléphones portables, tout ça, ce qu'on appelle le C2C. Ils sont capables de s'organiser horizontalement et de rejoindre une marque qui va leur proposer des valeurs différentes. C'est en route tout ça. Donc, c'est un point important. Le client, lui, il cherche du lien, il cherche de la relation dans des espaces, des magasins, et donc il cherche des expériences. C'est important. Et enfin, le citoyen, bien, c'est le sens et la cause. C'est qu'est-ce qui se passe en plus de l'acte économique que propose l'entreprise. Si je prends les magasins U, et il y a de ce point de vue-là des grandes analogies avec vous, c'est favoriser l'économie circulaire, c'est favoriser l'économie résidentielle, c'est d'être un acteur de la vie locale. C'est comment les Super U, par exemple, sont des hubs de solutions pour aider à la mutation des territoires. Eh bien, je pense que cette question-là, elle peut
et il faut qu'il y ait des preuves, bien sûr, il faut qu'il y ait des engagements. Elle peut tout à fait aussi inspirer les entrepreneurs des territoires que vous êtes, et d'ailleurs, je pense qu'on a des implantations dans les zones des petites villes et rurales qui sont souvent proches. Eh bien, il faut se fédérer ensemble, y compris d'ailleurs, puisque je les connais bien aussi, avec les banques de réseau, hein, voilà, pour se dire comment est-ce que tous ensemble, on peut apporter sur une cause supérieure à une dynamique des territoires. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est cette réconciliation-là qui amènera un autre leadership et une autre vision des parties prenantes sur nous-mêmes. Et un élément de la réconciliation, puisque le président a ouvert sur l'idée d'expression sur les états généraux de l'alimentation, voilà, je suis moi assez fier de ce qui s'est passé, parce que quand même, bon, une fois qu'on a conclu en 30 jours un problème qui dure depuis 30 ans, c'est-à-dire la mauvaise rémunération des agriculteurs, tout le monde s'est dit ça va servir à rien, il ne va rien se passer. Il y a eu tous les Cassandres, hein, et puis tous ceux qui se sont battus contre et qui continuent à se battre contre avec une grande démagogie. Je le dis parce que j'ai une parole libre maintenant. Je pense que Michel Édouard joue un peu du populisme là-dessus et que c'est malsain. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? C'est cette guerre des prix avec les comparateurs de prix fait porter sur le maillon le plus faible la variable d'ajustement sur les prix. Pas compliqué, hein. Des distributeurs, bon, qui font régner la loi du plus fort, hein, faut bien le dire, jusqu'à maintenant, les choses ont sans doute changé, pèsent sur les transformateurs, qui eux-mêmes pèsent sur les agriculteurs, et à ce moment-là, on se retrouve toujours dans cette espèce de dynamique de prix toujours plus bas, et à un moment, pour justifier les prix toujours plus bas, on sacrifie aussi de la qualité, et puis on se retrouve avec ces péréquations qui sont quand même incroyables. Moi, j'étais à chaque fois abasourdi de ça. Je trouve que c'était complètement inéquitable. Vous avez les 2000 ou 3000 produits les plus connus, donc tous ceux qui sont dans les comparateurs de prix, hein, et qui sont vendus sans marge, puisque les prix sont comparés. Et comme il faut bien compenser, mes chers amis, un magasin en France, hein, quelle que soit l'enseigne, c'est en gros 25% de marge brute, hein, pour 2% de résultat net. Il y a les collaborateurs et tout à payer entre les deux, mais voilà, c'est à peu près le modèle. Ça veut dire que tout ce qui est vendu est à moins de 5% de marge, donc ces produits les plus connus. Par compensation, il y en a d'autres où il faut prendre 40 ou 50%. Facile à comprendre. Donc, vous demandez, toujours aux mêmes produits, donc les produits les moins connus, ceux issus, bien sûr, des filières agricoles, ceux issus de la première transformation, vous leur demandez de payer pour ceux qui sont vendus sans marge. Donc j'avais eu cette phrase à un moment, je disais le coco de Paimpol finance le cola d'Atlanta, parce que ça sonnait bien, mais c'est la pure vérité. Voilà, ça c'est une photo, Patrice Durand devait être là d'ailleurs, de l'atelier 5. Voilà, et là j'ai pris de cet exemple-là, parce que les pommes, c'est quand même symbolique de la Normandie, et le Nutella aussi, parce qu'il est fabriqué à Rouen. Et le Nutella qui vaut 2,50 €, eh bien, la grande distrib prend 3 à 5 centimes d'euros de marge brute. Et un kilo de pommes, en l'occurrence, ce sont des Royal Gala, je pense, ça vaut aussi 2,50 €, parce que ce sont des pommes de bonne qualité. Et là, la grande distribution prend entre 80 centimes et 1 € de marge. Voilà, au moment même où on met en avant des plans santé, etc., où on pousse nos compatriotes à manger des produits de plus en plus sains. Bon, j'ai rien contre Nutella, mais avouez que c'est quand même anormal. Et donc, ces ordonnances qui ont été passées,
dans un premier temps, elles vont repousser ce qu'on appelle le seuil de revente à perte, puisqu'avant on avait le droit de revendre ce qu'on achetait 100, on pouvait le revendre 100, mais aujourd'hui ce qu'on achète 100 va devoir être vendu 110. Alors en effet, ça va faire augmenter les produits en moyenne de l'ordre, sur ces produits concernés, de l'ordre de 3 à 4%, parce qu'ils n'étaient pas tous vendus à zéro. Mais si on dilue, puisque c'est 2 ou 3 000 produits, alors qu'un supermarché en commercialise à peu près 15 000 en alimentaire, puisque la marque distributeur, chez U par exemple, la marque distributeur, c'est 50% des volumes. Donc ça ne va pas jouer. Ça ne jouera pas sur le pain, ça ne jouera pas sur les prix des fruits et des légumes. Donc, si on ramène sur un caddie moyen la hausse du SRP sur les produits les plus connus, la vérité, c'est que c'est de moins de 1% de hausse. Voilà. Et ça, vous pouvez me croire, j'ai refait les calculs dans tous les sens avant. Et 1% avant compensation, parce que libre aux distributeurs de baisser le prix des pommes, de baisser le prix de la viande. D'ailleurs, au passage, sur l'élevage, j'avais signé avec la Fédération nationale bovine avant sur ce qu'on appelle le cœur de gamme, les charolaises, blondes d'Aquitaine, etc., un contrat de partenariat pour payer 4,50 € la viande en carcasse, alors qu'elle était payée 3,50 € pour sauver la filière, parce qu'autrement, les gars, ils ne vivent pas, 3,50 €. Combien ça fait pour un steak de 150 grammes dans l'assiette du consommateur? 4 centimes d'euros. C'est ça le sujet. Donc, la question qu'il faut se poser, est-ce que ça ne vaut pas le coup de payer 4 centimes d'euros de plus son steak, encourager nos compatriotes peut-être à en manger avec discernement, et avoir un produit de qualité? C'est ça le sujet maintenant. D'arrêter cette spirale infernale de baisse des prix. Donc c'est ce que va permettre les ordonnances. Donc c'est quand même un dispositif salutaire. On va repartir dans une démarche vertueuse. Et puis le deuxième acte sera, la loi là n'est pas passée, puisque là c'est une ordonnance donc, qui va être appliquée au premier, donc demain. Et la loi, second acte de la loi, ça sera de faire en sorte que les matières premières agricoles soient au début de la contractualisation et que ça permette à ce moment-là d'éviter les prix abusivement bas en tenant compte des coûts de production, le tout bien contrôlé par les interprofessions, dans lesquelles il faudra que toutes les parties prenantes soient présentes, et puis contrôlé aussi par l'Observatoire des prix et des marges. Donc tout ça est en route. Je rappelle que ces dispositifs sont en place, en tous les cas pour les ordonnances, pour 2 ans, et qu'il va y avoir des contrôles pour bien voir, parce que évidemment l'enjeu est important, c'est l'encadrement des promotions et la hausse du SRP, c'est en gros 1 milliard à 1,2 milliard de marge de manœuvre supplémentaires, donc qui vont dans les poches de la grande distrib, dans un premier temps. Je le dis au passage, quand la loi de modernisation de l'économie a été mise en place en 2008, elle a été mise en place pourquoi? Pour faire baisser les prix. Mission accomplie, les prix ont à peu près baissé d'1 milliard par an depuis 10 ans. C'est contrôlable, ça. Donc on est dans une logique maintenant d'arrêt à tout ça. Et moi, je suis assez optimiste puisque un certain nombre de distributeurs ont commencé à signer des accords, notamment pour le lait. Et donc, c'est pas rien parce que c'est quand même là où, en nombre, il y a le plus d'agriculteurs. Et théoriquement, l'année 2019 devrait voir un prix de rémunération du lait autour de 35 centimes, alors même qu'il était en 2018 de 31 centimes, je crois, 31 centimes 5, donc un prix beaucoup trop bas. À 35 centimes, on sera à peu près à des minima.
Et mes chers amis, et là du coup j'ai vu que Leclerc s'était engagé, Inter aussi, U s'est engagé lui plus pour la viande, mais va suivre bien sûr le mouvement. Tout le monde maintenant, je le pense, va suivre ce mouvement. C'est pas rien quand même, parce que pour le coup, s'il y a 35 centimes de payer, j'avais fait un petit calcul comme ça, bon c'est un peu au doigt mouillé, mais avec quand même quelques paramètres que j'avais en tête, c'est en gros 500 millions d'euros. Donc vous voyez, il y aura quasi la moitié de ce qui sera dégagé en 2019, qui sera donc engagé, là pour le coup, au moins pour le secteur laitier. Voilà. Donc on voit que se met en place, me semble-t-il, une dynamique nouvelle, là aussi, à partir des États généraux, hein, une dynamique nouvelle de reconquête de la marge pour l'ensemble des filières, avec aussi une meilleure répartition de la valeur, puisque c'est là-dessus que la partie contractuelle va jouer, pour faire en sorte que les valeurs dégagées profitent à l'ensemble de la filière. Donc moi, je dis que pour l'instant, les États généraux qui débouchent sur ce changement de cap, qui débouchent sur cette bifurcation, eh bien, ont été, on le verra, on va le mesurer un petit peu plus dans le temps, ont été salutaires. Un point, donc je reviens un petit peu, après avoir fait cet intermède sur les États généraux, à l'utilité aussi, dans tout ce contexte, de ne pas hésiter à s'allier. Je recommande actuellement de faire des alliances qui sont des alliances d'opportunité. On n'est pas obligé de s'engager pour la vie, on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul allié, mais tout le monde actuellement a besoin de se servir, de s'entraider, de coopérer, parce que ça permet de gagner du temps. Si je prends l'exemple de Système U, il est allié pour des raisons internationales, d'accords internationaux, avec Carrefour aux achats. Il est allié à la vente avec d'autres coopératives. Les Coop Atlantiques, par exemple, ont rejoint l'enseigne Système U. La coopérative Mistral, dans le Sud, a rejoint Système U. Donc, c'est une alliance à la vente. Puis, il est allié dans le digital. Par exemple, quand il a créé le comparateur avec Il y a quoi dedans, c'est avec Open Food Facts qu'il a créé cette application. Voilà. Et il n'aurait pas pu le faire tout seul. Donc, ne pas hésiter actuellement à trouver, au-delà des rapports de force, mais des alliances qui peuvent être des alliances à court terme et qui peuvent être nombreuses. Et puis, ça a été un peu sous-tendu, entreprendre ce double mouvement, puisque quand on est des réseaux, et vous êtes d'une certaine manière aussi un réseau, il faut, je crois, au service des réseaux, des outils puissants sur lesquels il ne faut jamais discuter trop des moyens. Il faut des systèmes d'information qui marchent bien, qui soient puissants, de la logistique qui fonctionne bien, des systèmes financiers qui fonctionnent bien. Ça, c'est tout des back-office qui doivent être dans un mouvement centripète, c'est-à-dire standardisé, centralisé. Voilà, j'aime pas beaucoup ce mot, mais ça, c'est indispensable pour ces outils-là. Et puis, le double mouvement, c'est qu'il faut donner de l'autonomie, il faut des mouvements centrifuges, parce qu'un entrepreneur des territoires en Corse, il n'est pas tout à fait dans l'adaptation à son local le même qu'à Colmar en Alsace. Et à ce moment-là, pour qu'il y ait de l'adaptabilité au local et pour que la force locale puisse s'épanouir en termes de compétitivité, en termes de lien aussi à son territoire, il faut qu'il soit tranquille sur ses outils. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi chez U. Ça n'a pas été simple parce que dans les mouvements coopératifs, voilà, tout le monde refait un peu l'histoire comme ça l'arrange dans son coin et on était un peu atomisé, un peu divisé. Il a fallu dépasser là aussi l'histoire pour avoir que des centres puissants, encore une fois logistique, informatique, mais pour donner aussi les moyens aux magasins de s'adapter à leurs contextes locaux qui ne sont pas du tout les mêmes en France. Hein, la Normandie, c'est pas pareil que l'Hérault. Et c'est, voilà, on s'y adapte. Hein. Donc ça me paraît quelque chose qui peut parfois inspirer des dynamiques. Voilà. Et puis, remettre l'humain au cœur. Vous voyez, ça, c'est le digital au service de l'humain aussi. Ça, j'ai pris cette photo à Shanghai
d'un SDF qui a le sourire, et regardez, il a un QR code là, et vous pouvez lui virer directement 3 € par votre portable sur son compte. Donc quand même, oui, il a le sourire, ça marche bien. Il a quand même le petit truc pour les coins, c'est à côté là, mais c'est les QR codes, c'est rigolo. En plus, ça fait rire tout le monde, alors tout le monde le fait. Et puis, pour conclure, mes amis, voilà, je fais parfois des conférences, il m'autorise à le citer, avec Marc Alévi, qui est ce physicien qui fait des conférences. Je vous invite d'ailleurs, si un jour vous voulez, à l'inviter. Marc Alévi, il dit il y a deux courbes qui sont en train de se croiser, peut-être, et où on voit les turbulences là au milieu. La courbe rouge, c'est une courbe qui a démarré après la guerre 14-18, quand on quitte le modèle un peu, là, du coup, très rural, pour aller vers plus d'industrie. Et il a démarré là, et il est toujours dans cette recherche du toujours plus. Donc, plus de croissance, développement du PIB, plus. Donc, c'est celui qui nous emmène, si on y prend garde. C'est lui qui le dit, c'est Marc Alévi. Bon, il met 2 heures pour expliquer ça, je vais vous le faire en 2 minutes, mais il dit il y a tous les ingrédients de la fin de l'humanité en 2070, parce qu'on aura des problèmes d'accès à l'eau, 10 milliards d'habitants sur la planète. Bon, est-ce possible? Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Et à côté, il y a une courbe verte, beaucoup plus optimiste, qui, autant la courbe rouge, elle est un peu descendante, elle est jupitérienne. Voilà, tout le monde est plus ou moins sur ce facteur-là. La courbe verte, elle est remontante. C'est chacun d'entre nous. Quelle initiative nous prenons, nous, déjà, pour prendre notre part, même modestement, à contribuer, à faire changer les choses? Comment des entreprises peuvent prendre leur part? Comment des corps intermédiaires, comme le vôtre, peuvent aussi se dire, au fond, qu'est-ce qu'on va amener, nous, même si c'est modeste? Comment des villes aussi peuvent s'engager et faire qu'une somme des parties fasse demain un tout meilleur, et que peut-être la courbe verte, à ce moment-là, grâce à l'énergie de tous, croise la courbe rouge, et que le destin, parfois, qu'on nous dépeint comme très inquiétant pour les années qui viennent, puisse se changer en quelque chose de plus optimiste. Voilà, mes amis, je vous invite à réfléchir à tout ça, et que peut-être à votre niveau, si vous le voulez, comment vous pouvez être des acteurs de cette courbe verte. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Papin. Merci pour votre intervention. On a beaucoup plus d'optimisme maintenant, parce qu'on a toujours été sur la ligne verte. Et le rouge, nous, on ne descend pas aussi bas. On est vraiment sur la ligne verte. Allez, on a quelques minutes pour les questions. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas. Vous n'aurez pas l'occasion de le rencontrer demain. Oh, peut-être à Deauville, je sais pas. Non, il rentre ce soir, c'est vrai. Ah, tiens, Patrice. Non, attends, garde le micro. Monsieur Papin, oui. Vous parliez de réconciliation. Que répondez-vous à vos amis et collègues, je crois que c'est Auchan, qui nous ont inauguré un magnifique magasin sans salariés, je crois, sur la région de Lille. Donc ça peut faire un petit peu peur. La réconciliation, elle a l'air d'être vue différemment d'un point de vue à un autre. Et ça me fait peur, moi. Imaginer un magasin sans salariés. Moi, j'ai une entreprise, j'ai des salariés, je vis en partie pour mes salariés. Et ça me fait vraiment peur. Que répondez-vous à ça? Merci. Oui, alors d'abord, Auchan, pour l'instant, perd beaucoup de parts de marché, je le dis au passage. Système U, qui n'y a pas du tout dans ces projets-là, on gagne beaucoup. Voilà, je pense qu'Auchan est dans une crise de son modèle, et dans une crise du modèle de l'hyper, pour les raisons que j'ai évoquées. En plus, ils ont été dans une crise d'investissement. Ils ont plutôt cherché à se développer à l'étranger, mais en laissant un peu la France en jachère. Donc ils payent cash, là, actuellement, le non-investissement fait. Et après, ils font des tests comme ça. C'est des tests parce que, en Chine, notamment,
ces choses-là, mais ce n'est pas du tout le même marché. Les magasins avec très peu de personnel voilà, fonctionnent différemment. Pour moi, c'est un modèle alternatif et de ce qu'on appelle de convenience, c'est-à-dire de dépannage, mais ça ne sera pas des endroits de trafic et de chiffre d'affaires que je peux évoquer où on crée du lien, où on développe les métiers de bouche, etc. Voilà, ça, n'importe qui peut préempter ça. Hein, tandis que avoir des bons rayons de pain, de boulangerie, il faut créer des équipes, il faut investir, etc. Et c'est ça qui fera la différence. Donc, chacun fait ses choix. Hein. Voilà. Pour l'instant, ce ne sont pas des choix gagnants. Merci. Oui, ça marche, oui. On a vu il y a 2 jours que certains produits donc, allaient augmenter de 8%. Quelle est la part qui va revenir à l'agriculteur et quelle est la part qui va revenir à l'État? Alors, d'abord, les produits qui ont augmenté de 8%, je ne sais pas où ils ont pris les prix, hein, parce que ça fait partie, vous vous rendez compte, si vous faites référence à l'article qui est passé dans Le Parisien, là, parce qu'ils ne sont pas encore, ces prix, ils ne sont pas du tout encore proposés dans les linéaires, puisque avec les stocks et tout, ça va commencer à se voir le 1er mars. Certains vont augmenter de 8 à 9%, c'est-à-dire ceux qui étaient vendus à 0. Par exemple, le Ricard va augmenter s'il est vendu à 0. Ils vont augmenter à due proportion de la marge qui était prise entre 0 et 10. Celui qui était vendu à 8 va augmenter de 2, celui qui était vendu à 0 va augmenter de 10, etc. Et je ne refais pas la petite démonstration que j'ai faite tout à l'heure. Tout doit revenir aux agriculteurs. Tout. C'est fait pour ça. Tout doit revenir aux agriculteurs. Moi, je me suis exprimé, alors je ne suis plus aux affaires. Le danger, ça serait que ça soit mis ailleurs et que certains soient tentés de le redonner aux consommateurs, vous voyez qui je veux dire, ou de le redonner à l'actionnaire. Vous voyez qui je veux dire. Il y en a un qui commence par un L, l'autre par un C. Et je dis que cet argent, il est fait pour les agriculteurs. Alors ce qui me rassure, c'est que déjà les engagements sur le secteur laitier, si ils vont au bout là, mais il y a quand même déjà 2 signatures, c'est pas rien. Hein. Et puis j'imagine que Christiane Lambert va vérifier aussi tout ça. Hein. On en a parlé, l'Observatoire des prix et des marges, l'État aussi, hein, puisque encore une fois c'est pour 2 ans. Donc il y a 500 millions, me semble-t-il, d'engagés pour le secteur laitier. On va voir après comment, puisqu'il y a potentiellement 1 milliard d'euros, il peut y avoir la totalité des engagements, mais c'est fait pour ça. Toute autre destination serait inappropriée. Mais c'est dans la main et dans la responsabilité des distributeurs. Vous voyez ? Alors maintenant, quand vous voyez le débat actuel où on cherche à faire peur aux consommateurs, il est certain que si on écoute, si on lit le Parisien ou si on écoute un peu, les distributeurs vont être tentés de dire « Ah ben non, à ce moment-là, on va remettre aux consommateurs. » Ben oui, parce qu'ils vont baisser, par exemple, ce qui va être le plus simple, ils vont baisser leur marque distributeur. Eh ben, moi, je dis que, alors qu'ils le fassent un peu, pourquoi pas, mais s'ils mettent la majorité de la somme là, ça n'aura servi à rien. C'est fait pour les agriculteurs. Voilà, alors attendons, soyons vigilants. Il faut, là, pour le coup, que vous qui remontez auprès des syndicats agricoles, notamment, vous soyez vigilants et que vous mettiez la pression de ce côté-là. Hein, et sans s'occuper de ce qui se passe là actuellement médiatiquement. Une nouvelle en chasse l'autre, voilà, demain sera oublié. Par contre, le milliard d'euros, lui, c'est jour après jour, hein, à la fin de l'année, qu'on l'aura accumulé et qu'il faut qu'il soit engagé pour le monde agricole. Alors vous qui êtes très liés avec le monde agricole, soyez vigilants là-dessus. Voilà. Moi, je me suis exprimé, mais bon, je ne me suis pas fait que des amis auprès
de mes collègues ou anciens collègues. Je peux vous dire, j'ai fait un article sur ce sujet-là il y a un mois dans le LSA, hein, qui est tourné à la grande distrib, où j'ai dit ça. J'ai dit que ça serait anormal que les distributeurs mettent cette marge de manœuvre ailleurs. Il faut qu'ils soient les premiers de cordée d'une nouvelle responsabilité. C'est eux qui ont la possibilité de sauver ou dans tous les cas de remettre une autre dynamique dans les filières, pour l'agriculture et pour le consommateur. Les deux sont liés. Eux, ils sont des intermédiaires, mais ils font partie de cette filière et ils peuvent faire des choses en toute responsabilité. Bah, c'est quand même une belle chose qu'il leur est proposée. J'espère qu'ils vont la saisir. Non ? Les propos d'Édouard Leclerc ce matin, c'était plus mettre le consommateur contre l'agriculteur. Avec oui, 5-6% mais de hausse. Il fait du Leclerc. C'est de la démagogie. C'est du pop. Bah oui, je vous dis. C'est du populisme. Moi, je suis allé hier soir. Je dis bon, allez, j'y vais. Je ne sais pas si j'ai bien fait parce que je suis allé sur LCI défendre. Hein. Bon, je vais vous dire, j'ai pas regardé après ce qui s'est passé sur Twitter. Je me suis fait traiter de multimilliardaire défendant les acquis, etc. C'est compliqué parce que j'ai dit la vérité. Hein. Leclerc, il est dans le populisme, il est dans la démagogie. C'est de la démagogie la plus totale. Et en même temps, il fait ça comme, il a quand même signé avec Lactalis récemment, il a signé avec Danone, donc sur un prix de, je crois savoir, d'environ 35 centimes pour le lait. Donc, il fait la com d'un côté pour dire, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour vous, c'est les prix. Hein. Puis de l'autre côté, bon, il sait bien que sa base lui dit aussi, voilà, les agriculteurs, on ne peut pas faire n'importe quoi, hein, parce que les magasins, eux, ils ne sont pas à Paris au siège de Vélizy, hein. Ils sont en Bretagne, en Normandie, avec sur le terrain, et eux demandent aussi à ce que des choses soient faites. Donc on verra ce que va faire Leclerc, mais Leclerc, il fait du Leclerc, il fait de la démagogie. Il est responsable de beaucoup de choses, hein, Leclerc, notamment sur les comparateurs de prix et le fait qu'on baisse les prix tout le temps des produits les plus connus, et donc par conséquent, on vend trop cher les produits agricoles. Il est responsable de cette péréquation infernale. Hein. Une autre question ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de négocier auprès des agriculteurs et auprès des producteurs un prix d'achat, enfin oui. Je parle des grands distributeurs, hein, un prix d'achat plus élevé pour être sûr que ça tombe dans les bonnes caisses, plutôt que de refaire encore tout ce système compliqué où l'argent, on ne sait pas où il va aller? Oui, mais je suis d'accord, mais alors c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut que unilatéralement les distributeurs s'engagent à payer aux transformateurs qui vont eux-mêmes, parce que les distributeurs, ils n'achètent pas beaucoup de produits non transformés en direct. Ils en achètent un peu, mais ils achètent souvent le produit transformé aux grands transformateurs. Donc il faudrait qu'unilatéralement, ils disent on va payer, etc. Mais sauf que ça peut être assimilé à de l'entente. C'est très compliqué au niveau du dispositif européen. Moi, j'avais essayé de mettre en place la notion de prix abusivement bas. Alors, théoriquement, la loi là, qui doit passer doit permettre peut-être à terme de se substituer aux ordonnances en faisant en sorte que les prix des matières premières, ce que j'évoquais tout à l'heure, soient au niveau des contrats portés par les agriculteurs et portés par les interprofessions et comptables des coûts de production et que tout le monde soit d'accord sur ce prix-là. Et après, dans le contrat qui sera non pas descendant comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire on part du prix de vente consommateur et puis on descend le contrat, il sera remontant, c'est-à-dire il partira du prix proposé par l'agriculteur et qui sera à ce prix-là, on en tiendra compte au niveau du transformateur et au niveau du distributeur. Et bien sûr, il y aura ou pas une répercussion au consommateur. Donc ça, c'est le dispositif qui va se mettre en place. Et là, il faut qu'il soit discuté à l'Assemblée nationale.
Mais en attendant, et pour aller vite, et pour faire en sorte que les agriculteurs puissent bénéficier tout de suite de choses concrètes, et c'est quand même le cas pour le lait, regardons ça quand même, eh bien, il y a eu ces ordonnances. Donc voilà, je pense que les ordonnances sont une mesure d'urgence. Alors oui, c'est entre les mains des distributeurs, et maintenant, à eux de redistribuer. OK. Les produits d'importation vont faire partie de des mêmes hausses, ou on va accentuer la concurrence déloyale? Les produits d'importation en alimentaire, honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup, dans ce qu'on commercialise, c'est quand même beaucoup fabriqué en France. Alors après, bon, je ne dis pas, le jus d'orange, la matière première, elle ne vient pas de France. Mais les produits d'importation sont, ceux qui sont vendus en dessous de 10% de marge vont remonter. C'est pareil, hein. C'est même chose. Mais honnêtement, tu vois, on doit être à 80, enfin si je prends U et je prends la marque, on est à 85%, je crois, de production française. OK. Une autre question? Moi, j'en ai une petite. Est-ce que d'un point de vue technique, l'Europe peut nous tirer les oreilles? Oui. Ouais, c'est bien, parce que sur ça peut faire peur, tout ça, non? Sur l'entente, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures de sauvegarde. À un moment, on est obligé de dire, on a une agriculture qui va mal. Regardez l'article du Monde, là. Vous avez vu l'article du Monde d'aujourd'hui, là, sur le suicide des agriculteurs? Il y a encore un article là aujourd'hui. Donc, il faut vivre des transitions, là aussi. Et probablement qu'on aurait pu, au niveau de l'Europe, défendre un accompagnement à l'agriculture pendant une période donnée de 2 ou 3 ans. On pourrait, ça, pour se sortir de l'entente, sortir de l'idée d'entente, dire à l'Europe, écoutez, on va réguler un peu, parce qu'on en a besoin. Hein, nous, en France, on va réguler, sinon notre agriculture va devenir ce que le textile a vécu dans les années 80. Donc on va réguler, donnez-nous 3 ans, après on reviendra peut-être sur une économie de marché et tout, mais il y a besoin de réguler aujourd'hui. Ce n'est pas un gros mot, la régulation. Ça veut dire qu'on veille au bien commun de tout le monde, parce qu'autrement, si on laisse faire le libre échangisme sur tous les terrains d'Europe, regardez, il y a même une loi qui a failli passer sur l'autorisation du dumping, c'est-à-dire ne même pas avoir de prix de vente à perte, c'est-à-dire d'autoriser la vente à perte. L'Europe s'apprêtait à voter pour ça. Ça veut dire qu'une entreprise américaine pouvait vendre à perte, détricoter l'ensemble du tissu des entreprises françaises et se mettre à ce moment-là en position dominante et après faire les prix qu'elle veut. Qu'est-ce que fait dans d'autres secteurs? Qu'est-ce que fait Netflix? Qu'est-ce que fait Amazon? Et tout le monde laisse faire. Netflix, son endettement, c'est 25 milliards. Netflix, il est en train de tuer toute la production française, TF1 et compagnie. Tout le monde s'en fout. 25 milliards. Il a avec lui 25 milliards. Amazon, rendez compte qu'on a détricoté la Standard Oil après la guerre parce qu'elle était trop puissante en 1950. Amazon, 900 milliards de capitalisation, qui ne payent pas un impôt en France. Tout le monde s'en fout, les politiques. Alors, où on va comme ça? Voilà, c'est une question. Hein. Moi, je dis que l'Europe, on peut lui faire des propositions. Voilà. Une autre question? Tenez, jeune homme. Merci. Je voulais revenir sur la partie de votre conférence. Vous avez parlé du lien qu'entretient le consommateur avec ce qu'il consomme. Et je voulais parler de l'entreprise où je suis apprenti, qui est une entreprise familiale et qui a un lien avec ses clients, qui a un lien assez proche avec ses clients et qui a aussi une histoire avec ses salariés. Comment cette entreprise peut se développer en gardant ce lien et ces valeurs que vous avez citées, en augmentant son chiffre d'affaires et en développant son rayon d'action? Elle a tous les ingrédients pour bien faire, parce qu'elle correspond à la résonance de ce que veulent les gens. Donc ce qu'il faut probablement, c'est que ces valeurs-là
elle soit bien exprimée, bien communiquée. Puis après, il faut organiser la communauté autour, la communauté de clients, qui va grandir, qui va essaimer. Donc il faut, là, du coup, se servir du numérique pour bien irriguer l'ensemble de la communauté de clients qui va se rattacher aux valeurs de l'entreprise, et puis les réunir. De temps en temps, voilà, les faire des relationships avec les clients, mais surtout les nourrir d'informations. Et vous verrez qu'à ce moment-là, cette communauté, elle va faire du bouche à oreille et elle va grandir parce qu'elle, justement, elle va partager les valeurs qui sont celles de votre société. Et puis, on pourra se poser peut-être parfois la question d'associer plus les clients. Moi, je suis surpris actuellement du dynamisme qu'ont les magasins coopératifs. Il y en a plus de 500 en France et ça se bouscule au portillon à tel point qu'ils ne peuvent même pas fournir la demande parce que la coproduction des choses est un élément nouveau. C'est un peu, d'ailleurs, au passage, une des revendications des Gilets jaunes, c'est de dire comment on participe un petit peu plus, nous, à l'ensemble du dispositif. Et là aussi, il faudra organiser ces liens-là en se servant des outils modernes, mais on ne peut les organiser qu'à partir, en effet, de valeurs exprimées. Et si vous les avez, ces valeurs-là, n'hésitez pas à les communiquer et à vous en servir, au contraire. Je vous remercie. Tout à fait. Une question? Oui, voilà. Excusez. Oui, bonjour. Voilà, j'avais une Bonjour. question. Les agriculteurs vendent souvent leur production, que ce soit des céréales, principalement, des légumes aussi, enfin bon, bref, à des coopératives. Oui. Ou à des négociants, bref, qui proposent des prix qui ne correspondent pas forcément au prix, au seuil de commercialisation auquel on devrait le vendre. Est-ce que la loi change quelque chose? Sur les grandes matières premières, comme les céréales, je pense que c'est des cours, comme ce sont des cours mondiaux, c'est pas simple. Voilà. Alors, on peut extraire pour ça. Alors, maintenant, il y a des moyens, notamment assurantiels, de se protéger un peu. Sur les coopératives, bon, il y aurait à dire aussi sur la gouvernance des coopératives, pour faire en sorte que, théoriquement, les coopératives veulent le bonheur de leurs adhérents. Donc il faudrait sans doute que ces coopératives, nous modestement, enfin moi j'ai un magasin, j'étais PDG de Système U, donc j'appartenais pas à la technostructure. Et parfois la technostructure s'engage parce qu'elle est dans une dynamique de conquête et parfois cette dynamique de conquête l'emmène à se servir du producteur comme un fournisseur de matières premières. Or, c'est un paysan, c'est un homme ou une femme. Et du coup, il faut que ces coopératives puissent se servir, puisque là, quand vous parlez, faites référence aux céréales, ce sont des cours mondiaux, de l'assurance. Aujourd'hui, elle fonctionne assez bien. J'étais avec le Crédit Agricole. L'assurance aléa climatique, oui. Voilà, et l'assurance aussi sur le chiffre d'affaires. Et voilà, et on peut se trouver. Mais attendez, on peut trouver des marges de manœuvre. Comment on a fait? Système U, on avait une marge de manœuvre pour ça. Mais il faut mettre de l'argent de côté. Il faut mettre de l'argent de côté. Quand on est une coopérative, les marges de manœuvre, il faut avoir un petit trésor de guerre qui est connu du conseil d'administration, engagé par le conseil d'administration pour parfois passer des moments difficiles. Moi, je me souviens des anciens qui étaient dans le... Alors, c'est pas facile maintenant dans le cochon en Bretagne. Ils disaient toujours, les bonnes années, on met un peu parce que les mauvaises années, voilà, on tapera, ils le faisaient eux-mêmes. Maintenant, c'est plus compliqué, mais la coopérative devrait être un instrument de régulation pour ça. Et elle pourrait avoir cette ambition-là. C'est pas simple. Les coopératives ont besoin aussi, en ce moment, elles sont un peu... chahutées sur plein de sujets. Voilà. Mais pour répondre à votre question, les grandes matières premières qui sont dans les cours mondiaux, je pense aux céréales, c'est un peu compliqué parce qu'elles sont
à la remorque de ces cours locaux, de ces cours mondiaux. Pour le lait, on a essayé de s'en affranchir. Oui, parce que c'est différent. Ouais, enfin, Le lait, c'est différent. Attendez, si en Nouvelle-Zélande, ils payent le lait à 20 centimes d'euros, on verra comment Savencia, Lactalis et autres vont tenir les positions. Parce que c'est ça, c'est à la première crise qu'on va voir si les engagements tiennent. Écoutez, franchement, le cours du cochon au cadran de Plérin, c'est lamentable. Le cochon qui est à 1,1, alors je ne sais pas combien il est ce matin, mais quand on avait la crise, à 1,10 €, alors qu'on sait en France combien de kilos de porc vont se vendre en 2019. Donc c'est assez facile de réguler et de faire en sorte que le cours du porc vale 1,50 €, 1,60 € au moins. Ça ne change pas grand-chose au niveau du consommateur et ça permet aux producteurs de vivre dignement. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on a signé, on s'est engagé avec Terrena. Voilà, on s'est affranchi de tout ça. Et c'est ça sans doute qu'il faudra faire, probablement à terme. On veut que le consommateur finalement mange mieux, qu'il ait de la qualité. Oui. Donc on devrait acheter quand même plus français et ne pas tenir compte de la production mondiale, par exemple de porc, alors qu'on a du porc en France qui est de meilleure qualité. Enfin, voilà, moi c'est... On nous dit il faut finalement manger, il faut être plutôt local, oui. plutôt ne serait-ce que pour la pollution, pour l'éthique, pour tout un tas de choses. Et on se rend compte que finalement, on a de la production à gogo dans le monde entier et que les cours, finalement, nos produits, nous ne les vendons pas assez cher à cause de cette abondance de nourriture que l'on a dans le monde. Alors d'abord, il y a pas et avec des prix de production beaucoup moins élevés qu'en France. Oui, oui, je suis d'accord. Il faut un certain patriotisme agricole. Je pense qu'il existe, en tous les cas, chez les distributeurs, me semble-t-il, parce que là, il faut se méfier du discours ambiant et de la réalité vécue. Je peux vous dire, moi, la plupart des produits, comme je disais tout à l'heure, sont achetés en France. Mais des bons produits, aussi bizarre que ça vous paraisse, il n'y en a pas pour tout le monde aujourd'hui. C'est ça le problème. Ça, c'est un sujet. Si vous prenez les produits, le bio, par exemple, qui est en train de devenir, qui est sur une demande importante, parfois injustifiée parce que c'est des peurs, il n'y en a pas pour tout le monde. Moi, j'ai signé des engagements avec des grandes coopératives sur le bio ou sur, vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture de précision. On a maintenant, certains, je pense des grandes marques, vont s'engager pour dire sans résidus. C'est en route, c'est possible. Parce que grâce à l'agriculture de précision, donc ça, c'est la voie qui est en train d'émerger entre le bio, qui est un peu élitiste, voilà, et le conventionnel, qui a les inconvénients que l'on sait. C'est en train de se dégager cette troisième voie, ce que Terrena appelait l'agriculture écologiquement intensive ou l'agroforesterie, voilà, tout. Donc, cette agriculture-là va permettre de s'engager sur une qualité nutritive sans intrants dans l'assiette, sans pesticides dans l'assiette, et ça aussi, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et est-ce que ces produits-là seront mieux rémunérés aux producteurs? Bah oui. Pour combien de temps? Non, mais après, c'est pour ça qu'il faut... Non, il faut arrêter. Moi, je pense que l'alimentation ne doit pas être une variable d'ajustement. Oui, parce que si on demande à l'alimentation, on rend compte, le budget des ménages en alimentation, c'est 10%. Le logement, c'est 30%. L'énergie et la voiture, c'est 15% associés. Donc, il faut arrêter, là, stop. Donc, il faut repartir en conquête de ce point de vue-là, puis avoir de la pédagogie. Il faut encourager nos concitoyens à manger sans doute un peu moins, mais à manger mieux. Il y a quand même un enjeu d'obésité en France, de surcharge pondérale, de diabète. Hein, par exemple, manger trop de sucre, etc. Donc, il faut aller vers ce lien. Je vais faire un colloque bientôt sur nutrition et santé à Bordeaux. Les gens sont de plus en plus conscients que ce qu'ils mangent, c'est la façon dont ils vivent mieux. Donc, voilà. Et ils sont prêts, de ce point de vue-là, à mieux rémunérer ce qu'ils achètent. Et ils font des économies par ailleurs parce qu'ils mangent sans doute un peu moins. Hein. Et ça veut dire que
Les agriculteurs qui font des produits de qualité, bien sûr, sont mieux rémunérés. Enfin, le lait bio, depuis qu'on s'est engagé avec Biolay, nous, il y a déjà 10 ans, on le paye depuis 10 ans, 45 centimes d'euros le litre de lait. Voilà, et ça fait 30% des volumes. Alors après, il faudra faire attention, il faudra être vigilant à ce que des abrutis n'aillent pas casser une dynamique de reconquête de la qualité voulue par le consommateur et qu'on n'aille pas tuer un peu le poussin dans l'œuf et que du coup, il faut être vigilant à ça, mais soyons attentifs aussi. Je vous remercie. Merci. Allez, une autre question devant. Ah, il y en a une là-bas au fond. Ok. Allez, 5 minutes et après il faut y aller. Et M. Papin, il a le temps, mais il a un train hein, quand même. C'est bon 5 minutes. Oui, allez, bonjour. Les questions là-bas. Ouais, Qui va vous amener? Patrice va nous emmener. Ouais, Gérard, tu sais bien que j'aurais pas pu passer la journée sans rien dire. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit un petit peu. Je remercie Monsieur Papin, pardon. Mais aujourd'hui, c'est pas Noël. Non, mais aujourd'hui, ce qui me pose souci, c'est j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours que c'est pas assez payé, le prix ne correspond pas aux charges qu'on a. Ce qui rentre dans notre catégorie à nous, d'entrepreneurs des territoires, et qu'on apporte à nos clients, c'est un moyen de baisser leurs coûts de production et donc d'améliorer leurs marges. Arrêtons de demander... Là n'était pas le thème du débat, et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire. Il faut des prix meilleurs, donc il y a des choses qui ont été faites et je trouve ça bien, mais il y a des prix où on a des agriculteurs qui gagnent de l'argent et d'autres qui n'en gagnent pas. Oui. La différence, elle est bien liée au coût de production. Oui. Il faut aussi qu'en termes de communication, on a des efforts à faire, aussi bien chez nous à la Fédération qu'en agricole. Il faut que les gens arrêtent de voir par le petit bout de la lorgnette et de ne pas vouloir gagner d'argent pour ne pas payer d'impôts et de MSA, mais de bien vouloir rémunérer leur travail en faisant en sorte de dépenser moins quand ils le peuvent. Quand nous, on offre une prestation de service pour leur permettre de dégager du résultat, ils préfèrent investir dans du matériel et augmenter les coûts de production pour dire après, c'est pas payé assez cher. Demain, on va leur remettre 15 centimes de plus, ils vont pas vivre mieux, ils vont le dépenser dans des choses qu'ils n'ont pas besoin pour pas payer d'impôts et de MSA. Et en termes de communication, je trouve qu'on n'est pas bon. Oui, excusez-moi, je pense que tu n'as pas regardé les 3 derniers EDT Magazine, parce que vraiment, on était vraiment dans ces thèmes-là. Et en matière de communication, on fait le maximum. Et par contre, non, je ne peux pas laisser passer. Par contre, c'est à vous, mesdames et messieurs, de le redire chez vous. Parce qu'on le dit chaque fois ici. Mais derrière, quand on est vraiment sur le terrain, eh bien, on n'a pas toujours le même positionnement. Mais bien sûr que c'est ça qu'il faut faire. Mais là, le thème de M. Papin était quand même sur la rentabilité de l'agriculture pour que nous y retrouvions également dedans. Et c'est bien ce à quoi M. Papin s'est employé. Et on le remercie. Derrière, je regrette qu'il soit sorti du circuit officiel. Parce que c'est avec des hommes comme vous qu'on arrive également à faire face aux autres géants. Et vous avez parlé avec une certaine pugnacité de votre homologue Michel-Édouard Leclerc. Mais je sais que derrière, le but, c'est que tout le monde s'y retrouve et que nous y retrouvions. Et nous avons à apporter la preuve que nos actions leur font faire également des économies. Oui. Et c'est vrai que quand on paye des impôts, c'est qu'on a gagné de l'argent. Mais vaut mieux, et vous êtes tous pareils, je pense, quand vous payez des impôts, vous en avez gagné. Mais seulement quand on n'en paye pas, c'est qu'on n'en a pas gagné et on n'est pas tellement bien au niveau de la ceinture. Donc il faut qu'on puisse inverser la chose. Merci pour votre intervention. Et il y a une autre question? Non, allez, devant une question et après il faut y aller. Je vais couper, oui, parce que... Oui, bonjour, monsieur Papin. Bonjour. Une question. Est-ce que la taille de vos centrales, qui devient de plus en plus importante, vous n'avez pas favorisé le grossissement de vos interlocuteurs en face? C'est le coût des alliances. Il faut que tout le monde se consolide. C'est vrai que l'agriculture est très atomisée. Et pour répondre à la fois à votre question et à la remarque tout à l'heure, quand je regarde les agricultures d'autres pays, comme l'Allemagne, l'Espagne, ce sont des agricultures intégrées, où vous avez... les paysans, finalement, sont des espèces de sous-traitants
parfois maltraités d'ailleurs. Et on voit bien qu'il n'y a qu'un seul centre de profit entre le producteur, l'abatteur, le transformateur, celui qui met en marché. Il n'y a pas de rupture de charge. Et donc nous, on est dans un modèle d'agriculture familiale. Et ce que disait tout à l'heure monsieur, si vous aidez aussi cette agriculture familiale, il faudra composer. C'est-à-dire qu'on est obligé de composer entre un prix un peu, oui, je reconnais que 35 centimes de litre de lait, c'est un peu, voilà, c'est pas très moderne. Parce qu'il y en a qui gagnent de l'argent à 25 centimes et d'autres qui n'en gagnent pas à 40. Mais en même temps, ça préserve une agriculture vivrière et qui, là, du coup, occupe bien les territoires. Et c'est à vous, sans doute, entrepreneurs de ces territoires, mais d'aider cette agriculture familiale en réglant le curseur entre ces prix pour tout le monde et les coûts de production qui vont baisser pour les gars s'ils font bien leur boulot. Et tant mieux. À ce moment-là, ils vont en profiter. Ils vont en profiter, ils vont entreprendre, parce qu'ils auront un prix quand même garanti. Mais ça ne s'oppose pas, tout ça. Et pour lutter contre ces grandes centrales, ou pour être à l'équilibre, il faut se regrouper. C'est pour ça que les organisations de producteurs sont indispensables. Quand elles sont bien faites, ça marche bien. Parce que là, du coup, elles peuvent être dans un équilibre, une réciprocité meilleure. C'est pas simple parce que dans l'agriculture, qu'est-ce qu'il y a comme guichet, hein? Oh là là. Très bien. Allez, on applaudit M. Papin.